Régularité, efficacité et constance. Voilà ce qu'on peut dire de vous en substance. En une dizaine d'années, vous avez gravi des marches pour vous faire une place au sommet de la haute administration gabonaise. Économiste de formation, technicienne reconnue, vous avez été tour à tour ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, maire de la capitale, première femme à ce poste depuis la création de l'institution en 1956. Première femme élue à la tête des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, ministre d'État, ministre de la Défense nationale. Mi-juillet 2020, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba vous nomme Premier ministre, chef du gouvernement. Première femme à ce poste de l'histoire du pays. Vous êtes aussi une femme très engagée au sein de votre formation politique, le PDG. Il se dit de vous que vous êtes exigeante et rigoureuse. En tout cas, vous êtes déterminée à relever le défi de l'accélération de la transformation de notre économie. Ce statut de première de la classe qui vous colle finalement à la peau, madame? Il faut y croire. Et nous pensons que pour toute œuvre, nous avions été éduqués par nos parents. Nous avions des valeurs propres et typiques lorsque nous sommes tout petits. Et nous avons cette détermination de toujours bien faire et mieux faire et toujours faire la différence. Et face à cela, je crois que être la première femme, bon, tout dépend du pouvoir discrétionnel du chef de l'État, qui a bien voulu que je sois à ces postes sensibles, très sensibles même, peut-être que le ministère du Budget, les comptes publics, la fonction publique, c'était un département avec 3 activités très importantes. Maire de Libreville, c'est vrai que ce n'était pas toujours évident, mais il a bien voulu me confier la gestion de la capitale gabonaise, qui est Libreville. La défense nationale, c'est vrai que c'était un département que j'ai beaucoup apprécié, parce que être au milieu des militaires, c'était pour moi un agréable plaisir de travailler avec eux, parce que la discipline y règne. Et moi, étant très disciplinée et très rigoureuse, je me suis sentie à l'aise dans cet environnement-là. Et aujourd'hui, le président de la République m'a fait l'honneur d'être Premier ministre chef du gouvernement. Je crois qu'il ne fait que matérialiser sa politique de promotion de la femme. Et je crois que mes sœurs et nos enfants-filles qui me regardent aujourd'hui peuvent également accéder à ces fonctions. Il suffit d'y croire, il suffit de fournir beaucoup d'efforts, parce que sans effort également, on ne peut pas arriver à ces stades de décision très importantes pour le chef de l'État. Et les autres femmes et filles qui vous suivent maintenant ont bien compris le message. Je ne serai pas seul. Bonsoir Marielle Biogou. Bonsoir Aimé Manix Monjo. Je vous donne le programme. 3 grands sujets d'actualité en première partie. La stratégie de réduction des inégalités femmes-hommes, le plan d'accélération de la transformation et la gestion de la pandémie de Covid-19. Avec Marielle Biogou, je vous poserai plusieurs questions et vous répondrez aux interrogations de vos compatriotes. Vous les verrez s'exprimer. De même, vous réagirez aux questions prises sur les réseaux sociaux. En deuxième partie, vous ferez face à notre invité surprise. C'est un principe de notre émission. Sachez bien que c'est un de vos compatriotes. Il suivra la première partie dans sa loge. Il est dans la place. Êtes-vous prête, Madame le Premier ministre? J'ai toujours été prête. Je crois que quand on a ces fonctions, il faut toujours être prêt. Parce que les populations attendent beaucoup du gouvernement, les populations attendent beaucoup du Premier ministre, qui plus est une femme. Et c'est très rassurant. Marielle, ça va pour vous d'être prête? Je suis prête. Face à vous. C'est parti. Le 30 septembre 2020, Sylvia Bongo Ondimba remettait au président de la République la stratégie de promotion des droits de la femme et de réduction des inégalités femmes-hommes au Gabon, un document de la fondation qui porte le nom de la Première Dame, issu d'un travail de 365 jours pluridisciplinaire avec la participation du cabinet de conseil Roland Berger et du cabinet d'avocats Norton Rose Fulbright. Ali Bongo Ondimba avait par la suite instruit le gouvernement que vous dirigez à tout mettre en œuvre afin que les recommandations comprises dans ce document soient perceptibles par la population entière, mais particulièrement par les femmes gabonaises. Madame le Premier ministre, vous étiez présente ce jour-là. D'abord, quelles ont été les motivations de l'élaboration de cette stratégie? Je voudrais d'abord, à l'entame de ce face à vous, c'est-à-dire face aux populations, exprimer toute ma gratitude et la gratitude du gouvernement, dont je suis le premier acteur, à la Première Dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, qui, grâce à sa fondation éponyme, ne cesse de poser des actes
et des actes concrets à l'endroit de la femme gabonaise, à l'endroit des personnes vulnérables. Et la stratégie de la promotion des droits de la femme et de la réduction des inégalités femmes-hommes n'est que le dernier pas qu'elle a eu à poser, le dernier acte, l'acte qu'elle a eu à poser tout dernièrement, lorsque, après avoir demandé à un cabinet international de renom, vous l'aviez dit, Roland de pouvoir justement mener cette réflexion, elle a de manière officielle remis le rapport de la stratégie au chef de l'État, en présence du Premier ministre que je suis et des membres du gouvernement, à l'effet de pouvoir justement mettre en œuvre les différentes recommandations issues de ces stratégies-là. Pourquoi, justement, vous posez la question, pourquoi ces stratégies? Elle a été motivée par quoi? Mais vous savez, c'est un fait de société. Mais de prime abord, je dirais que si on prend notre Constitution, dans son préambule, dans ce préambule de notre Constitution, il est dit, dans son alinéa 2, l'affirmation de l'attachement des droits de l'homme, qui résulte justement de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, mais également des droits de l'homme de 1948, et aussi consacré dans la Charte africaine des droits de l'homme, également dans la Charte nationale des libertés gabonaises. Et dans cette déclaration universelle des droits de l'homme, il est dit ceci: tous les hommes naissent égaux en dignité et en droit. C'est très important. Tous les hommes naissent égaux en dignité et en droit. Mais à l'effet du constat, il se trouve que dans notre société et à travers le monde, il y a encore beaucoup de discrimination, il y a encore beaucoup de disparités entre les femmes et les hommes. Et c'est le cas de notre pays. D'où l'effet déclencheur et le nombre, je ne peux pas dire peut-être important, mais de plus en plus d'organisations non gouvernementales qui militent justement la faveur justement des droits de la femme de notre pays. Et le cri peut-être qui peut être assourdissant ou encore un cri intérieur à celle des femmes qui souffrent de cette discrimination dans toutes ces formes, ont permis à ce que la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille puisse se pencher justement sur cette question-là. Et le rapport a été remis donc le 30 septembre 2020. Tout à fait. Madame le Premier ministre, vous parlez justement de cette discrimination qui persiste. Peut-être nous édifier sur les formes existantes encore au niveau du Gabon par rapport aux discriminations faites aux femmes. Quand vous vous référez sur la stratégie qui a été faite, c'est vrai que tout le monde le savait, mais il fallait avoir des chiffres pour mieux mesurer la dangerosité justement de cette discrimination dans toutes ses formes, y compris toutes les violences que vivent les femmes. Quelques chiffres. Parmi toutes les victimes de violences sexuelles, 90% sont des femmes. Des violences économiques, près de 83%. Physiques, n'en parlons plus, 64%. Mais ça, c'est grave, c'est très grave. Au niveau des écoles, nous avons une disparité de l'escolarisation des filles qui écheminent normalement. L'école est obligatoire au Gabon. Et ça depuis plusieurs années. Mais au fil justement de leur processus éducatif, on se rend compte qu'il y a un décrochage des jeunes filles. Parce qu'elles ont des grossesses précoces. Et même si, de temps en temps, on a des filles qui sont des mères élèves. Donc, ce sont des faits très importants. Nous avons des femmes qui sont violentées dans le lieu de travail, au niveau éducatif. Ce sont des formes effectivement d'inégalité. Exactement. Par les femmes. Par les femmes au Gabon, pour lesquelles la stratégie est arrivée à point nommé afin de faire en sorte que nous consolidions un peu tous ces aspects pour donner cette dignité et ces droits à la femme gabonaise. Vous avez bien fait d'arriver aux chiffres, on allait y arriver, mais par comparaison aux pays voisins, frontaliers, je veux dire, du Gabon, est-ce que le cas du Gabon était beaucoup plus grave
au point d'arriver à une réflexion, on va dire, nationale. Est-ce qu'il y a raison de s'inquiéter au niveau du Gabon? Mais il faut s'inquiéter. Par comparaison aux pays voisins, par exemple. Comparaison n'est pas raison. C'est-à-dire, le point qui se pose, c'est qu'il faut prendre les cas de manière spécifique. Notre population, elle est de 2 millions d'habitants. Quand je dis population, y compris toutes les personnes qui ont bien choisi le Gabon pour y vivre. 52% de la population gabonaise, elle est féminine. Et quand vous prenez tous les États, que ce soit au niveau de la sous-région Afrique centrale ou au niveau des pays occidentaux, il y a une résurgence de cris des femmes qui se sont discriminées et pour lesquelles elles aimeraient que les gouvernants prennent ces problèmes à bras-le-corps pour enrayer ce problème-là. Et je le répète encore, la Déclaration universelle des droits de l'homme dit « Tous les hommes naissent égaux et dignes en droit ». Et ça, c'est très important. Et les femmes doivent avoir leurs droits, on doit les leur reconnaître et on doit leur rendre également leur dignité et dans tous les sens du terme. On peut le constater, Madame le Premier ministre, le Gabon marque son engagement sur ces questions de fait. lutte contre les injustices faites aux femmes, mais notamment avec l'élaboration de cette stratégie nationale. Mais est-ce que dans les faits, vous avez la conviction que cet engagement porté par les plus hautes autorités dont vous faites partie à promouvoir la femme touche véritablement la femme gabonaise, toutes catégories sociales confondues, qu'elles soient en milieu urbain comme en milieu rural? Là, il faut relativiser parce qu'il s'agit d'un combat de longue haleine. On ne va pas d'un coup de baguette magique à cause de la stratégie que les considérations de tradition, des valeurs culturelles. C'est un cheminement. Il faut faire beaucoup de pédagogie. Il faut expliquer parce qu'il ne faut pas perdre de vue que nous avons nos coutumes à nous, nous avons nos traditions à nous, nous avons nos us, mais il faut faire de la pédagogie. Et vous voyez, nous sommes persuadés que une fois que les silences sont brisés, les langues vont se délier. Et même dans nos villages, nos parents dans nos villages comprendront le bien fondé du combat que mène aujourd'hui le gouvernement et l'État sur cette question. Pardonnez-moi, Madame le Premier ministre, justement, vous parlez de nos us, coutumes et traditions. J'allais effectivement vous poser la question de savoir si vous ne pensez pas qu'à un moment donné, la promotion de la femme peut aller à l'encontre de nos réalités, de nos us, de nos coutumes, de nos traditions. Est-ce que vous pensez qu'une femme rurale pensera premièrement à faire recours à un mécanisme pour se plaindre, ne sachant pas qu'elle n'a pas la même définition du droit de la femme que la femme qui vit en milieu urbain? Vous savez, de plus en plus, nos villages se modernisent. Hein. Si vous prenez nos villages il y a 15 ou 20 ans, même il y a 10 ans, ce ne sont pas les villages d'aujourd'hui. Hein. Il faut passer du principe que nos parents qui sont dans l'arrière-pays sont également informés de tout ce qui se passe, puisque les fléaux qui sont vécus dans les zones urbaines vont de plus en plus, se déportent de plus en plus vers les zones rurales. Mais il faut beaucoup de pédagogie, il faut expliquer, il faut montrer le bien fondé justement de la cause qui est menée pour le bien justement de ces femmes qui sont discriminées et pour le bien de ces femmes qui sont violentées. C'est une question d'approche, une question de temps, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais avec beaucoup d'explications, beaucoup de pédagogie et beaucoup d'exemples, parce que s'il y a des témoignages qui sont véritablement faits, des femmes qui sont victimes justement de ces fléaux-là, je suis sûr que nos parents qui sont dans l'arrière-pays comprendront le bien fondé de ce qui est en train d'être fait. Et de toute façon, cela va justement de la dignité de la femme, cela va justement du respect des droits de ces femmes. Est-ce qu'à ce jour, le Gabon est participant d'une synergie ou notre organisation internationale qui défend la même cause, c'est-à-dire le droit des femmes, à l'heure actuelle? Mais il y a toutes les ONG qui existent, qui les défendent. Au niveau international? Au niveau international. Mais au niveau international, il y a toutes les ONG au niveau international. Le Gabon participe à des réunions qui ont pour cause la défense des droits de la femme? Mais naturellement, vous prenez, j'espère que vous aurez l'occasion de convier face à vous des responsables des ONG tenues par des femmes. Elles vous diront, elles participent à des rencontres internationales où justement la défense des droits des femmes, elles sont des thématiques très importantes qui sont prisées. On n'a pas à le dire. Vous êtes des hommes des médias, vous voyez, vous êtes établis à l'international et ces questions sont de mise. Et le Gabon est adhérent au niveau des Nations Unies justement sur les causes touchant la femme. Donc le Gabon participe pleinement dans la mesure où le Gabon est membre de certains organismes issus des Nations Unies. Merci Madame le Premier ministre. C'était un premier sujet sur cette actualité à propos de la remise de la stratégie nationale de la promotion de la femme, des droits des femmes au Gabon. On va arriver à un autre pan de ce sujet, Marielle.
Toujours sur cette stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l'inégalité femmes-hommes, c'est cela. Effectivement, dans le rapport, on retrouve 33 actions dans cette stratégie nationale à mener. Le 30 avril dernier, Madame le Premier ministre, vous avez vous-même présidé la cérémonie de lancement d'une de ces actions dans le cadre d'une campagne dénommée Gabon Égalité, à savoir le numéro vert 1404 gratuit devant permettre aux victimes de dénoncer. Quels sont aujourd'hui les moyens que vous utilisez pour déterminer qu'une action comprise dans ce plan d'action, dans cette stratégie nationale, est prioritaire par rapport à une autre? Pourquoi avoir commencé par cette action? La stratégie a des recommandations qui sont claires et un processus de mise en œuvre avec un chronogramme bien précis et des étapes qui sont trimestrielles à l'horizon 2023. La première étape, pour ce qui est, il faut savoir que dans le cadre de ces stratégies, il y a des aspects d'éducation, des aspects de femmes, c'est-à-dire du ministère des Affaires sociales, de justice, également de la santé. L'urgence aujourd'hui, c'était de mettre en place justement au niveau des affaires sociales ce numéro vert gratuit, le 1404, à l'effet de permettre aux femmes victimes de ces discriminations, de violences, puissent s'exprimer. C'est anonyme. C'est-à-dire que lorsqu'une femme est victime justement de violences, bien si elle est discriminée, elle peut appeler. C'est-à-dire que le centre d'appel ne demande pas l'identité de celle qui sera au bout du fil. Mais le centre d'appel va recueillir toutes les informations et orienter, et ça c'est la première étape, c'est l'écoute et l'orientation des femmes qui vont utiliser le 1404, et je les incite et les exhorte à utiliser ce 1404 si elles sont victimes de toute forme de violence. Justement, Madame le Premier ministre, est-ce que vous pensez que depuis le 30 avril, ce numéro 1404, il fonctionne bien? Parce qu'on a vu avec le 1410 dédié à la lutte contre la Covid-19, parfois des saturations de réseau. Est-ce que vous rassurez vos compatriotes? Je rassure les compatriotes que le 1404 fonctionne très bien. Vous savez, dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, le 1410 a bien fonctionné, comme tous les numéros verts qui sont dédiés dans le cachement de pouvoir être proche des populations fonctionnent très bien. C'est vrai que de temps en temps, il peut y avoir peut-être des problèmes de connexion et autres, mais il fonctionne très bien, le 1404, et je puis vous le confirmer ici et maintenant. Alors, à très court terme, quelle serait la prochaine action au nombre de ces 33 activités à mener dans le cadre de cette campagne qui s'appelle Gabon Égalité? Quelle serait donc la prochaine action à très court terme? Il y aurait une campagne de communication d'abord sur cette action. Aujourd'hui, il y a le 1404, mais il est important qu'il y ait un espace dédié pour pouvoir justement accueillir ces femmes qui sont violentées, dans le cas espèce des femmes qui sont victimes de violences. Le ministère en charge des Affaires sociales a lancé un appel d'offres pour pouvoir justement réhabiliter des bâtiments que le gouvernement a eu à trouver, pour qu'il y ait des cliniques juridiques. Et également, il faut savoir que dans le cachement spécifique de la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est une activité qui est transversale dans le sens où plusieurs acteurs sont concernés, à savoir le ministère de la Défense, le ministère de la Communication, le ministère des Affaires sociales naturellement, la justice, l'éducation et la santé, parce que c'est un tout. C'est un tout, ce programme. Et vous le dites si bien que la question est transversale. Tout à fait. Madame le Premier ministre, la Première Dame a fait allusion dans son discours du 30 septembre 2020 à une incidence économique sur les inégalités femmes-hommes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que les inégalités hommes et femmes peuvent-elles avoir un impact sur l'économie en tant qu'économiste? Mais tout à fait. Une femme qui est discriminée, qui a ses potentialités, ses compétences, à diplôme égal, elle peut se présenter à un lieu, à une entreprise ou encore au niveau de l'État. Il est prouvé qu'elle ne sera pas retenue parce qu'elle était les femmes, ou elle va subir un harcèlement professionnel avant même qu'elle ne soit active, et qu'on va préférer l'homme. Est-ce que ce n'est pas une origine un peu trop lointaine d'aller chercher vraiment au fond pour expliquer qu'il y a une incidence économique sur la question des inégalités femmes-hommes? Mais effectivement, cette inégalité, elle est lointaine. Parce que les femmes, lorsqu'elles veulent poser des actes sur le plan économique, se prendre en charge elles-mêmes, elles sont contraintes de fournir plus d'efforts. Il faudrait qu'on lui permette d'avoir des droits, de l'accès sur des activités qui pourraient la rendre indépendante. Parce que, comme le dit si bien le chef de l'État, il ne s'agit pas uniquement d'une question d'équité ou d'égalité,
mais il s'agit quand même d'une question d'efficacité collective. Et les femmes sont efficaces. Donc il faut casser le tabou sur ces inégalités économiques parce que toutes les composantes hommes, quand je dis hommes avec grand H, hommes et femmes, doivent contribuer justement à l'essor de notre économie. Et cette incidence, cette discrimination peut avoir des conséquences néfastes sur le plan des activités économiques parce que les femmes et les hommes ont des compétences aussi égales ou peut-être même plus que celles des hommes. Et est-ce que cette problématique de la réduction des inégalités femmes-hommes est prise en compte par le plan d'accélération de la transformation, Madame le Premier ministre? Mais naturellement. Vous savez, aujourd'hui, on a eu à prendre des textes qui sont aujourd'hui au Parlement dans le cadre justement d'une loi qui a pour objet de pouvoir éliminer toutes les formes de violence. Et dans le cadre de cette loi-là, cette loi rentre dans le cadre du plan national de la transformation. Parce que pour accélérer notre économie, il faut bien que toutes les formes de discrimination, de violence qui existent soient annihilées. Il fallait donc renforcer le corpus juridique pour que notre accélération de la croissance soit partant avec toutes les composantes, femmes et hommes. En tout cas, c'est une belle transition, Marielle, pour passer au prochain sujet qui est justement le plan d'accélération de la transformation, en abrégé PAT. Les 18 et 19 janvier 2021, vous avez soutenu devant le chef de l'État le plan d'accélération de la transformation au cours d'un séminaire gouvernemental. Pour cela, vous avez retenu 3 pivots radicaux, je cite, ce sont vos mots utilisés dans votre discours. Le premier est économique, le deuxième est catalyseur de croissance. C'est comme ça qu'est écrit, je reprends les mots. Et le troisième pivot est social. Le tout détaillé en 12 batailles clés. Vous avez utilisé des termes forts, Madame le Premier ministre. Qu'avez-vous déjà pu faire entre janvier et maintenant par rapport à ces 3 pivots? Il s'agit d'un plan d'accélération de la transformation de notre économie qui est je voudrais dire peut-être par révision, peut-être oui, révision, et une meilleure opérationnalisation du plan stratégique Gabon-Émergent. On va y arriver. Donc, le PAT, pour l'appeler ainsi, c'est-à-dire le plan d'accélération de la transformation, a une organisation qui est bien spécifique. Pour mettre en place, justement, lutter contre les batailles et mettre en œuvre les recommandations de séminaire gouvernemental de janvier de cette année, il y a un processus qu'il fallait respecter dans le cadre justement des feuilles de route que les différents responsables des task force ont mis en place. Tout dernièrement, le 12 avril, nous avons eu le premier comité d'orientation stratégique afin justement de valider les différentes feuilles de route et les livrables vont arriver, vont nous être présentés d'ici juin. Donc c'est trimestriel, avril-juin, et nous aurons les premiers livrables du travail qui est fait. N'oublions pas que le PAT, c'est 3 ans, 2021-2023. Mais on n'a pas beaucoup de temps, Madame le Premier ministre. Et il se dit d'ailleurs de vous que vous tenez beaucoup de réunions à la primature. Vous parliez à l'instant des task force, de comités d'orientation, mais que très peu de choses. Les Gabonais ne voient pas assez de réalisations sur le terrain. Que répondez-vous à cela? Les réunions sont importantes au stade où nous sommes. Il fallait que le gouvernement comprenne pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi ça n'avance pas? C'est très important. Quand on prend des fonctions comme celle que j'ai aujourd'hui, l'honneur que me fait le chef de l'État d'être à ce poste de premier chef du gouvernement, il fallait comprendre. Nous avons un pays avec beaucoup de potentialités. Nous avions des femmes et des hommes compétents dans l'administration publique et privée. Mais pourquoi ça ne marche pas? On aimerait bien vous poser la question. Pourquoi ça ne marche pas? D'où les conseils de cabinet ministériel que j'ai eu à organiser. Savez-vous que au cours de ces conseils de cabinet ministériel, nous avons décelé plus de 400 dysfonctionnements. Des problèmes d'information, des problèmes de manque de célérité, des problèmes de cloisonnement entre ministères et des problèmes d'ego. Voici le problème qui prévalait. Et je peux vous dire que les conclusions de ces conseils de cabinet ministériel ont permis justement de mettre en place, lorsqu'on a posé le chef de l'État, ce plan d'accélération de la transformation. Vous êtes en train de dire que ces réunions en fait sont des préalables à l'exécution en tant que telle? Tout à fait. C'était très important. Il ne revenait pas à moi de passer dans les médias sans pourtant comprendre ce qui se passait. C'est vrai que j'étais membre du gouvernement depuis 2012. J'étais ministre du budget.
j'étais ministre de la Défense, je savais ce qui se passait, mais il fallait comprendre ce qui se passait avant que l'on ne prenne des décisions. Est-ce qu'il fallait faire ce séminaire gouvernemental alors? Il fallait le faire. En fait, le séminaire gouvernemental n'est que la résultante des conseils de cabinet ministériel. Il fallait le faire. Parce que vous savez, le terme de 2023, vous conviendrez avec moi que pour accélérer, parce que les populations sont impatientes, les populations ont entendu beaucoup de discours, les populations ont entendu beaucoup de promesses. Il fallait carrément comprendre ce qui se passe pour mieux agir et aller très vite. Et moi, je crois que la patience est très importante. Moi, je suis très patiente dans tout ce que je fais. Mais dans cette patience-là, il faut mettre de la détermination et de la volonté et savoir où on va et comment on va, avec qui on va et quels sont les moyens que l'on doit avoir. Aujourd'hui, on sait où on va, avec qui on doit aller et comment allons-nous avoir le budget pour pouvoir justement accélérer cette transformation. Sur la question justement des finances, on va y arriver. Dans l'un de vos discours à ce séminaire gouvernemental, vous expliquez que les 3 pivots évoqués sont capables d'accélérer la transition vers l'après-pétrole de l'économie gabonaise. Et selon vous, ce sont les filières forêt-bois et agriculture qui passent avant les autres afin d'y parvenir. Madame le Premier ministre, et l'or, et le tourisme, et la communication, et les transports qui ont été des catalyseurs de réussite, de succès d'autres pays, le Botswana, l'Éthiopie pour les transports, le tourisme pour l'Égypte. Est-ce que ce ne sont pas des modèles? Pourquoi vous priorisez la filière forêt-bois et l'agriculture au détriment d'autres? Je tiens d'abord à rassurer les populations et à vous rassurer aussi à vous, les médias, au-delà du plan d'accession de la transformation, qui a un terme de 3 ans, d'autres chantiers et d'autres projets sont également en cours de faisabilité de mise en œuvre. Mais dans une économie, il y a des priorités. Il y a des priorités sur lesquelles l'accent doit être mis à la réflexion et à l'analyse. On s'est posé la question de savoir, mais quels sont sur le plan économique les aspects, les projets, les activités qui pourraient accélérer, qui pourraient donner plus de valeur ajoutée à notre économie afin que les promesses, les résultats attendus par le chef de l'État soient palpants. Parce que n'oubliez pas que le gouvernement a la pression des populations et nous avons la pression également du chef de l'État, nous avons la pression des parlementaires, nous avons, pour ne pas le dire, la pression de toutes les populations qui croient en nous. Vous les verrez s'exprimer tout à l'heure. Qui croient en nous. Donc il était très important que nous nous focalisons sur des sources de croissance issues des projets qui peuvent apporter des ressources importantes parce qu'il y a des dysfonctionnements qui ont été constatés pour ne prendre que le pivot économique. Sur le plan gazier, vous voyez qu'on est quand même producteur de pétrole, mais vous constatez que la production de gaz n'est pas valorisée dans son sens. Donc l'une des taxes fortes justement de ce pivot économique, c'est le gaz. Mais le pétrole est également pris en compte. L'agriculture également est prise en compte puisqu'il y a l'agriculture et la forêt dans cette taxe force-là, mais il n'en demeure pas moins que les transports également jouent un rôle très important, les télécommunications également jouent un rôle très important. En fait, tous les projets dans les 3 secteurs, qu'ils soient le secteur primaire, le secteur industriel ou bien le secteur tertiaire, sont très importants pour booster notre économie, mais il fallait avoir des priorités, et les priorités, c'était ces secteurs-là qu'il fallait mettre en examen. N'oublions pas que dans ce pivot également, le climat des affaires joue un rôle très important sur le plan international, parce qu'il fallait qu'on soit noté, et quand on est noté et qu'on désire avoir des financements sur le plan international, nous avons l'attractivité de notre économie qui est prouvée par ces résultats-là et qui nous ont permis justement de pouvoir catégoriser et prioriser les projets. C'est d'ailleurs l'un des conseils de la Banque mondiale de redynamiser le climat des affaires au Gabon, Marielle. Et vu que vous avez parlé de secteur prioritaire, on aimerait savoir, Madame le Premier ministre, puisque les Gabonais vous regardent, comment avez-vous décidé d'organiser la mise en œuvre de ce PAT pour 2021? Qu'est-ce qu'on aura? Est-ce que ce sera des salles de classe en plus? Est-ce que ce sera des personnes qui seront davantage formées à l'agriculture? Pour 2022, qu'est-ce qui sera fait pour 2023 également? Le plan d'accélération de la transformation, c'est un cadre prioritaire avec 3 pivots. Votre collègue l'a rappelé. Il y a un pivot économique où tous les secteurs économiques qui ont des potentialités de pouvoir augmenter la valeur ajoutée du Gabon, c'est-à-dire la richesse nationale, sont mis en exergue. Nous avions l'agriculture, nous avions la forêt, nous avions le pétrole, le secteur pétrolier, le secteur minier, aux côtés d'autres secteurs également économiques qui ne sont pas consignés dans le PAT, mais qui sont développés également. Sur le plan du pouvoir social, il y a tous les aspects de capital humain, c'est-à-dire la formation, c'est-à-dire la programmation et la refonte de toute la programmation pédagogique de nos enfants
Parce que vous savez que le capital humain, les jeunes comptent beaucoup pour le chef de l'État. Et c'est un accent très particulier. Il y aura les curricula de formation qui vont être adaptés justement à notre économie, parce que c'est un problème très important également, parce qu'on a des jeunes qui sont diplômés, mais la plupart des jeunes vont dans des filières générales, alors que le marché de travail demande des profils qui sont spécifiques et techniques. Et donc les curricula de formation vont être revus et reformés. Sur le plan également sanitaire, la mise à niveau justement des soins de santé primaire sont également en avant, dans le cas, parce que pour travailler dans le cadre de l'accélération de la croissance, de la transformation, si les hommes ne sont pas en bonne santé, si le système de santé n'est pas revu et amélioré à l'arrière-pays, et ça c'est très important. Et les soins de santé primaires sont très importants. Il y a les aspects également, dans ce cadre-là, des écoles professionnelles, des centres professionnels, parce que s'il faut l'adéquation entre formation et emploi, il faudrait que nous ayons justement des structures, des centres qui sont arrimés sur le plan international pour répondre justement à la demande des entreprises qui aimeraient avoir une main-d'œuvre qui soit conséquente dans ce cadre-là et qui répondent, une main-d'œuvre qui répond exactement aux besoins qu'ils expriment. Pardonnez-moi, ces explications, les Gabonais avaient envie de les entendre. Mais ils vont les entendre, Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de ne pas communiquer, qui certes aussi est une communication, de refuser de communiquer, est important d'expliquer aux Gabonais ce qu'ils veulent entendre et ce que vous pouvez faire pour eux? Le gouvernement ne refuse pas de communiquer. Mais comme vous le savez, on ne communique pas pour communiquer. Nous ne voulons pas avoir la langue de bois. Il faudrait que quand les membres du gouvernement passeront, il faudrait qu'ils sachent exactement ce qu'ils vont dire et comment on va le faire. Et ça, c'est très important. Et depuis que je suis arrivé à ce poste de Premier ministre, j'ai remarqué que nous parlons beaucoup, sans pour autant poser des actes. Il y a beaucoup d'idées de projets. Quand on a un projet, je me dis, voilà, je vais clamer en disant que je veux améliorer ce bel oiseau que je vois en face de moi sur votre décoration, et je vais mettre un étang. Voilà, c'est une idée. Je vais le clamer dans les médias. Mais est-ce que je sais si j'ai déjà réfléchi, j'ai fait des thèmes de référence? Donc, comment je vais le faire? Vous optez pour faire vos projets en silence, la réussite se chargera du bruit, c'est un peu cela votre principe? C'est très important de savoir où on va. Est-ce que vous avez décidé de mettre fin au Gabon des maquettes? Mais le Gabon des maquettes, demandez à ceux qui disent que le Gabon des maquettes, ce sont ceux-là qui le disent, qui sont à l'origine du fait que tous les projets du chef de l'État n'ont pas été réalisés parce qu'il y a eu des détournements de fonds, parce qu'il y a eu du narcissisme, il y a eu de non-patriotisme justement de la réalisation de ces projets-là. Le projet du chef de l'État, c'est un projet qui est un projet visionnaire et il a mis tout son dévolu, il continue à mettre tout son dévolu pour que son projet de société soit rectifié et soit mis en œuvre. Et ces projets dont vous dites vont voir le jour et beaucoup de choses se font déjà au moment où je vous parle. Est-ce qu'à partir de ce moment, vous prendrez la résolution de fréquenter désormais les plateaux de télévision, de radio pour expliquer tout cela, maintenant que vous avez commencé? Mais vous savez, quand on va devant les plateaux et qu'on a des résultats à dire, mais ça fait plaisir. Donc je suis sûr que les populations qui m'écoutent aujourd'hui et qui me regardent aujourd'hui, elles seront d'avis avec moi qu'elles sont fatiguées, excusez-moi du terme, des paroles creuses. Elle veut du concret. Si le Premier ministre dit oui, on doit lancer un programme d'eau, le programme d'eau, on aura déjà réfléchi avant qu'on le dise. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, et comme le chef de l'État dit, il dit ce qu'il fait, et il fait ce qu'il a dit. Ça, c'est très important. Madame le Premier ministre, on a bien compris les contours du plan d'accélération de la transformation, mais on se pose quand même la question, qu'est-ce qui le différencie du plan stratégique Gabon émergent ou du plan de relance de l'économie gabonaise? On a l'impression que le Gabon va de plan en plan. Non, le Gabon ne va pas de plan en plan. Une économie, elle est des fois sujette à des aléas qu'elle ne maîtrise pas du tout. Le plan d'accélération, nous connaissons la Covid comme tous les autres pays du monde, à déstructurer notre économie, à contrecarrer tous les projets qui avaient été faits. Déjà, on a eu une montée quand même de notre croissance économique qui était appréciable à cause de toutes les réformes qui ont été mises en place avant justement 2020. On a eu des taux de croissance de 3,9% en 2019 et une prévision de près de 3,8% en 2020. Et vous voyez qu'il fallait faire quelque chose. Il ne s'agit pas d'un plan, non. Il s'agit de réviser dans un contexte justement de pandémie liée à la Covid-19 et d'accélérer justement ces transformations-là, c'est-à-dire accélérer les réformes, accélérer les projets prioritaires qui ont été mis en place pour le bien des Gabonais. C'est ça un peu le pacte. C'est opérationnaliser, c'est réviser
mais l'ossature du PSE, le plan Gabon émergent, qui est le cadre de référence de la vision de développement chef de l'État, dans un terme bien qui est de 2025, voilà un peu la différence avec. Le plan de relance économique, lui, bon, c'est conjoncturel. On a eu le prix de baril qui a baissé à cause de l'offre de pétrole qui était très importante, donc il n'y a pas trop de plans. Les plans sont mis en place pour s'adapter à la conjoncture qui prévaut à un moment donné, compte tenu du fait que ces aléas, on ne les maîtrise pas et ils ne sont pas l'origine justement de ces aléas. Madame le Premier ministre, la Banque mondiale révèle au sujet de l'économie gabonaise que, je cite, les efforts du gouvernement pour juguler les dépenses et compenser le déclin des recettes pétrolières ne sont pas parvenus à relancer l'économie. Fin de citation. Cela apparaît sur le site web de la Banque mondiale depuis le 3 mai 2021. Quid donc de la pertinence du pacte? Je reviens un peu à la question de Marielle. Qu'est-ce qui va le différencier en tant que tel du PSGE, du prêt? Vous parlez d'une réforme de ces projets-là qui ont existé quand même entre 2009 et 2019, mais malheureusement les résultats n'ont pas été tant élogieux que ceux qu'on aurait pu espérer. Bon, la Banque mondiale fait ses analyses, ce sont nos partenaires. Quel est le pays dans le monde qui a eu une année 2020 avec des taux de croissance exponentiels? Ça, ils le reconnaissent aussi sur la site web, vous inquiétez pas. Non, je pose la question de savoir quelle est l'économie dans le monde aujourd'hui qui a réalisé des points de croissance dans un contexte de Covid-19. C'est ça qu'il s'agit. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les réformes qui ont été engrangées avant la Covid-19 se sont fait ressentir en 2019. Du coup, les prévisions économiques qui ont été élaborées par les services compétents avaient une perspective ascendante, justement, des points de croissance. Le Gabon est un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure qui n'a pas eu les avantages que certains pays ont eu. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, c'est vrai qu'on a été soutenu par les bailleurs de fonds tels que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale également, par des appuis budgétaires, mais il fallait prendre à bras-le-corps la santé des populations. Et c'était le vœu du chef de l'État jusqu'aujourd'hui, de prendre à bras-le-corps la santé des populations gabonaises. Et je le répète encore, nous ne sommes que 2 millions d'habitants. Un mort en plus, c'en est trop. Nous avons eu des cas dans les sociétés pétrolières où il y avait des clusters de près de 300 personnes. Des clusters de 300 personnes avec près de 200 personnels contaminés à la Covid-19. L'administration publique, c'est la même chose. Donc il fallait d'abord prendre à bras-le-corps, toute affaire cessante, même si elle est économique, de pouvoir faire en sorte que, dans le cas du principe de précaution, dans le cas justement de pouvoir faire en sorte que les Gabonaises et les Gabonais soient en bonne santé et qu'ils soient sécurisés sanitairement contre la Covid-19, il fallait mettre tous les budgets dans ce sens-là. C'est justement à cause du leadership, à cause du principe d'anticipation, de précaution, que les bailleurs de fonds ont compris que le Gabon, il y avait quelque chose à faire dans ce pays qui est en train de se battre et en train de réaliser des résultats que nous connaissons aujourd'hui en dépit du fait qu'il y a eu une deuxième vague qui est survenue. On aurait quand même eu le courage de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut relancer la machine si tout est fermé. Enfin, mais non, tout n'est pas fermé. Relancer la machine, quand on met en place un plan d'accélération de la transformation avec des pivots économiques très importants, dont les potentialités en matière de valeur ajoutée ne sont plus à démontrer. Et c'est très important de cela. Quand on met en place, on a une façade maritime avec des produits du sous-marin très importants comme le thon, pour lesquels le Gabon ne bénéficie pas justement des revenus substantiels grâce à la pêche de thon, mais il faut que toutes les niches de ressources soient trouvées, que toutes les niches de ressources qui permettent d'engranger des points de croissance, de faire en sorte que des recettes budgétaires entrent dans les caisses de l'État, puissent être vues. Et on ne peut pas dire que rien n'est fait, parce que le plan de la transformation, justement, accélère l'opérationnalisation du plan Gabon émergent et qui font en sorte que je suis sûre et certaine. Et je peux même vous dire, nous étions les efforts déployés par le gouvernement sur ce chef de l'État, on aurait eu une croissance économique plus importante que celle qu'on connaît aujourd'hui. Madame le Premier ministre, alors le PAT est calé dans un intervalle de 2021 à 2023. Pourquoi 2023? Pourquoi pas 2025 ou 2030? Mais c'est un terme 2023. On ne sait pas ce qui se passe après 2023. 2023, c'est la fin du septennat du président de la République. Vous le savez très bien, je n'ai pas à le dire. 2023, il y aura des élections qui seront là. Le gouvernement ne pourra plus travailler puisqu'il y aura des élections. Donc on ne pourra pas mettre Mais l'administration est continue, Madame le Premier ministre. On n'en disconvient pas, mais vous savez très bien que, je peux même vous dire, des administrations, Merci. Et même quand vous changez, non, ça c'est très important. Et quand on change généralement, et pourtant normalement la continuité des services publics est de mise, mais nous constatons même dans les dysfonctionnements
relevés dans les conseils de cabinet, eh ben, ce sont justement la continuité explique n'est jamais respectée. Ça, c'est vous le dire, c'est jamais respecté. Et dans le thème, c'est 2023. Et puisqu'on ne peut pas connaître l'avenir, on exactement. Peut pas. Madame le Premier ministre, je vous propose de suivre la réaction du chef de l'État lorsque vous lui avez proposé donc, ce pacte au cours de ce séminaire gouvernemental. On va l'écouter ensemble. Ce séminaire n'est pas un exercice théorique. Dresser l'état du Gabon en 2021 est intéressant, nécessaire même, mais c'est insuffisant. Ce séminaire doit avoir pour objet, et c'est votre mission, sur la base de constats clairs et objectifs, de dégager des pistes d'action, en un mot, des solutions. Madame le Premier ministre, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'attend à du concret et il a été clair. Avez-vous le sentiment aujourd'hui de faire du concret? Mais il a raison. Il a raison, le chef de l'État. Nous ne sommes pas là pour discuter, pour les belles paroles, prononcer des discours. Il faut concrétiser, puis mettre en œuvre justement les différentes mesures issues du séminaire gouvernemental. C'est ce qu'il vous a dit, Madame le Premier ministre. Mais tout à fait. Vous avez le sentiment d'être dans du concret ensemble. Ah oui, ils sont dans du concret, parce que je vous dis que les feuilles de route sont d'être mises en place. Et les différents chefs de task force, dont la coordination est menée par les chefs de département ministériels, c'est-à-dire les ministres eux-mêmes, on aura des premiers livrables en juin de cette année. Vous l'avez dit tantôt précédemment, mais d'où proviennent les fonds, simplement comme ça? D'où proviennent les fonds pour financer le pacte? Mais le fonds, mais comme tout programme, c'est que pour financer une économie, il y a des fonds propres et puis des fonds d'emprunt. Il y a également des fonds qui peuvent être issus des partenariats publics-privés que le Gabon peut nouer avec des investisseurs qui ont choisi le Gabon pour pouvoir nous aider à développer notre pays. Et Madame le Premier ministre, on parle quand même de la dette intérieure, on remet au goût du jour la dette intérieure, on le voit, et même extérieure, on le voit avec plusieurs partenaires que vous recevez d'ailleurs à votre cabinet. Il est difficile de penser un seul instant que ce sont des dons gratuits sans intérêt quand on sait que déjà, en début d'année, le Gabon avait dépassé le seuil des 70% du PIB au niveau de la sous-région CEMAC par rapport à son endettement. Est-ce que aujourd'hui, on est prêt à encore s'endetter et s'endetter? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver asphyxié? Non, je crois que vous savez que 2020 a été une année importante. Notre produit intérieur brut a diminué considérablement. Et le stock de la dette, c'est vrai qu'on avait frôlé les 110% du PIB, comme le commandent les ratios au niveau de la sous-région. Mais je crois qu'aujourd'hui, des efforts sont faits. La task force de la dette intérieure a joué un rôle très important. Parce que vous voyez que lorsqu'on a regardé cette dette intérieure, je n'ai plus à vous le dire, hein, on a fait des économies de près de 400 milliards de francs CFA. Et nous regardons également au niveau de la dette extérieure, nous payons. Et moi, je crois que le Gabon, c'est un pays crédible. La signature du Gabon compte toujours, d'où tous les investisseurs qui viennent de notre pays et les bailleurs de fonds qui sont prêts à nous accompagner. Ça semble aller en contradiction avec ce qu'a dit la ministre de l'économie. Elle a reconnu l'encours total de la dette du Gabon s'est évalué donc à 6 428 milliards de francs CFA, ce qui dépassait donc le seuil communautaire de 70%. Mais c'est pas en contradiction, c'est pas en contradiction. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans le calcul justement de 110%, le stock de la dette, ils ont pris également tous les aspects qui n'étaient pas pris en compte. Parce que le Fonds monétaire, à l'époque, ils avaient un calcul qui évolue en fonction justement du temps. Et il y a des aspects pour lesquels ils ont dit, même toutes les dettes des côtés local, toutes les dettes des entreprises parapubliques devaient être mises justement dans ce stock de la dette-là. D'où justement ce niveau de 70. Mais aujourd'hui, on est quand même, ça va, on est en dessous, on est à près de, je crois, entre 67 et 69%. En 2019, on était à 58,7%, en 2020, on était à 74,7%. On est en 2021, bon, l'année... Non, je ne sais pas, vous avez votre statistique. La Banque africaine, ils disent les statistiques, on peut discuter avec eux. Mais je ne disconviens pas, moi je les reçois tout le temps, je discute avec eux. Et donc, ce qu'ils mettent dans le stock de la dette, il vaut me demander au service gabonais pour que vous ayez les statistiques qui sont importantes, qui sont relatifs à justement à cet agrégat-là. Nous sommes en deçà de 110%. Est-ce que l'État est obligé de se soumettre aux statistiques d'une telle banque africaine de développement si elle veut avoir tout le temps son aide? Ah, mais c'est vous qui y allez. Allez-y au niveau de l'État. Les services de la dette sont là pour avoir toutes ces informations. On n'a pas besoin. Mais justement, où croyez-vous ces bailleurs de fonds prennent ces informations? Mais c'est au niveau de notre pays. Ils vont dans les services. Et puis après, ils font leur simulation. Ils font leur simulation, justement. Merci, Madame le Premier ministre. À présent, on va s'intéresser
à ce que disent les compatriotes, vos compatriotes, les Gabonais. C'est avec vous, Marielle. Et oui, Manix, nous ne sommes pas les seuls à nous interroger sur l'action du gouvernement. Les Gabonais que nous avons rencontrés, Madame le Premier ministre, ont souhaité s'exprimer sur des sujets aussi divers que variés, des questions précises qui attendent des réponses précises de vous, Madame le Premier ministre. Nous allons les faire défiler et je précise que vous pouvez à un moment donné demander à prendre la parole et on vous la donnera. Madame le Premier ministre, est-ce que vous êtes prête à répondre à vos compatriotes gabonais? Je crois que ma raison d'être ici est de répondre aux Gabonais et de les rassurer. Moi, c'est M. OK. Ma question, elle est simple. C'est juste de poser à Madame le ministre que quand, avec le problème d'Akanda que nous connaissons, quand est-ce que la voie de contournement sera-t-elle effective? Quand on sait bien qu'il y a une route par le 6e Bima, donc au camp de Gaulle, qui débouche directement au Kala et qui désengorge aussi dans Ngonje. Donc pourquoi ne pas réhabiliter cette voie et que de faire ce que vous êtes en train de faire au niveau de l'aéroport, qui on sait que ne va pas résoudre le problème de manière pérenne en fait. Je m'appelle Mistoul Tambani Joanne Creswell, citoyen du 4e arrondissement de Libreville. J'ai une question particulière à poser au gouvernement, notamment à travers la gestion de tout ce qui se passe dans le pays. Pourquoi ce sont toujours les mêmes qui restent au même poste et qui ne travaillent pas? Pourquoi le PDG ou le gouvernement ne sanctionne pas ceux qui reçoivent l'argent du gouvernement et qui ne font pas le travail qui est demandé? Bonjour, je m'appelle M. Boubala Fabrice. Ma question est la suivante. Pourquoi au niveau national, c'est-à-dire au Grand Libreville, le gouvernement a du mal à résoudre le problème d'addiction en eau potable dans la majorité des quartiers qui subissent? J'aimerais savoir pourquoi. Je m'appelle Stella, je suis infirmière. Madame le Premier ministre de la République, ma question est celle-ci. À quand est-ce le recrutement de la fonction publique dans notre pays, vraiment? Parce que nous avons des petits frères, des petites sœurs qui ont des diplômes, mais qui sont à la maison. L'âge ne fait que passer et à la fonction publique, et à un certain âge, lorsque vous dépassez cet âge, vous ne pouvez plus accéder à la fonction publique. La première idée comme ça qui me vient, c'est sur la construction des établissements, parce qu'on peut constater un peu les effectifs pléthoriques dans les salles de classe, surtout pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. Vraiment pour avoir appris quand même à l'intérieur du pays, parfois on s'asseyait par terre et c'est le même constat de nos jours. Donc à quand la construction des salles de classe pour les élèves afin de leur donner toutes les chances aussi d'apprendre dans les meilleures conditions? Léon Modeste Nandon, enseignant-chercheur au département d'histoire et archéologie de l'Université Omar Bongo. Madame le Premier ministre, quand on regarde la situation actuelle de nos universités, on a le sentiment que l'État, le gouvernement, les a abandonnés. Quand on regarde les effectifs pléthoriques dans ces universités, on se demande si le gouvernement a une politique en matière d'éducation. Alors, ma question est la suivante, Madame le Premier ministre. Comment le gouvernement entend-il régler le problème des effectifs pléthoriques dans nos universités, à l'Université Omar Bongo en particulier, quand dans un contexte de sanitaire marqué par la Covid. De l'éducation à l'emploi en passant par l'adduction en eau potable, vous les avez écoutés, vos compatriotes, Madame le Premier ministre, que répondez-vous? Je tiens d'abord à vous remercier, puis à remercier tous les compatriotes qui ont bien voulu me poser toutes ces questions. La route. La route se pose avec beaucoup d'appui dans notre pays. Oui. Ce n'est pas un aspect isolé au Grand Libreville, mais pour aller spécifiquement à la préoccupation de notre compatriote par rapport à la route de contournement et au fait que le gouvernement se focalise sur les aménagements qui sont en train d'être effectués au niveau du rond-point de Jade. Exactement. Le contournement de la route va se faire. Quand, Madame? Aujourd'hui, les études d'impact environnemental, les études également de techniques vont être bouclées, puisque je recevais justement les responsables de ces sociétés
la semaine dernière, vont être bouclés en juillet de cette année. D'accord. Ils vont lancer des appels d'offres parce que dans le cadre de notre gouvernement, nous mettons l'accent sur la commande publique. Il faut lancer des appels d'offres pour faire en sorte que justement cette route soit construite. Donc entre août et septembre et décembre, je pense que les appels d'offres vont être conclus. Et ils nous ont promis, sauf aléa à dernière minute, mais puisque je les reçois hebdomadairement ou mensuellement à mon cabinet, à l'effet d'avoir l'évolution un peu des différents chantiers, logiquement, s'il n'y a pas de contraintes majeures qui viennent perturber le bon déroulement de tout le processus de la construction, des construction des travaux, il commencerait en janvier 2022 pour se terminer en 2023. Ils auront une année. Et donc les populations d'Akanda peuvent espérer? Elles peuvent espérer. C'est vrai que ça ne va pas résoudre de manière globale la question des engorgements et des embouteillages dans Libreville, mais ça va quand même soulager un tant soit peu, puisqu'il y a une problématique qui est là, la route sur laquelle elle va passer, cette route de contournement. Il y a l'emprise également des populations qui y sont, mais l'entreprise travaille dessus avec le ministère chargé de l'urbanisme et de l'habitat, et d'où, pour soulager, avoir une alternative à court terme, l'aménagement du rond-point de Jade, afin de faire que ça puisse être la mobilité, la fluidité justement des voitures puisse se faire avec beaucoup d'aisance. Question suivante, Marielle. Et puisque nous sommes d'abord sur cette question de la route, Manix, rapidement, à côté de cette question de la voie de contournement d'Akanda, il y a l'épineuse question de la mise en exécution du chantier de la Transgabonaise. Où en est-on, Madame le Premier ministre? Devant l'Assemblée nationale, vous aviez pris la résolution et les députés de la République vous regardent. Eux également attendent des réponses à ce niveau-là. La Transgabonaise est un projet d'envergure routier que le chef de l'État a promis à ses compatriotes, Libreville, Franceville. Nous avons eu à lancer en septembre les travaux, c'est-à-dire les travaux, c'était les aspects, l'installation, le fait que tous les engins et tous les aspects techniques liés à la Transgabonaise, pour qu'elle puisse être déclenchée, il fallait que nous lancions ces travaux au mois de septembre dernier. Aujourd'hui, les spécifications techniques sont pratiquement terminées. Là où le bas blesse, c'est au départ, la route elle était 2x2, mais c'est trouvé qu'à un moment donné, il fallait que ces routes soient plus grandes. C'est une nationale. Donc il fallait revoir les spécifications de mesure de la route en 3x3, et donc essayer de prendre du terrain sur les espaces sur lesquels habitent des populations gabonaises. Et nous sommes dans cette phase justement d'indemnisation de ces populations-là pour que l'entreprise commence véritablement. Mais elle a commencé à faire des terrassements, et lorsque tout sera, les aspects techniques sera de manière globale bien assise, et les travaux vont être lancés pour le bien des Gabonaises et des Gabonais, et surtout ceux qui prennent la route entre Libreville et Franceville. Ils sont nombreux, Madame la Première ministre. Monsieur Mistoul, vous posez la question, pourquoi ce sont toujours les mêmes qu'on garde à des postes de responsabilité? Est-ce qu'il n'y a pas des sanctions pour les gens qui ne travaillent pas? En tant que Premier ministre, c'est vous qui décidez de quel membre du gouvernement peut rester dans l'équipe ou alors peut être remplacé? Notre pays, le Gabon, est régi par des tests réglementaires et des tests législatifs, dans lesquels des dispositions de sanctions. Ceux qui commettent des impairs ou qui ne répondent pas aux missions qui leur sont dévolues sont immédiatement relevés de leurs fonctions. Et ça, je crois qu'on a pu à le démontrer. Ceux qui posent des actes de détournement sont également pris, lorsque les faits sont avérés, sont traduits devant les tribunaux. Et moi, je crois que sur ce aspect-là, on a quand même un cadre qui nous permet de légiférer. On a un cadre qui nous permet de justifier. La Cour des comptes est là, que le juge financier, lorsqu'il y a des cas de détournement, les responsables de ces cas de détournement, là, quand c'est avéré, sont soumis à des sanctions personnelles et pécuniaires. Il y a également le code pénal les crimes financiers sont condamnés dans notre pays. Et donc, moi, je crois que tous ces aspects sont bien prévus par les tests qui régissent un peu le fonctionnement de notre État. Question suivante de M. Boubala. D'abord, avant, il n'y a pas de réaménagement de votre équipe envisageable pour le moment, tout va bien. Vous savez que les réaménagements sont du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État.
Question suivante. Question suivante de M. Boubala. Pourquoi le gouvernement a du mal à résoudre la question de l'eau? Madame le Premier ministre, on le sait, dans la capitale gabonaise, il y a certains quartiers qui sont devenus même emblématiques. Je vais citer quelques-uns, Zayon Dragage, et vous en êtes quelque peu voisine, Ngonje Château, et c'est un peu ironique parce que le château n'a de sens que de nom, et Bellevue 2, et j'en passe. Madame le Premier ministre, est-ce qu'il y a des solutions à court terme pour ces populations? Le problème du stress hydrique se pose avec beaucoup d'acuité dans le pays. Il y a plusieurs années, la SEG, pour ne pas la citer, lorsqu'on avait le groupe Viola, on a constaté que les installations n'ont pas été entretenues. Il y a ce problème d'installation et de conduit d'eau qui font en sorte que les eaux, lorsqu'elles reviennent par exemple d'un Toum, ont du mal à s'épancher à travers le Grand Libreville. Si je prends uniquement le cas du Grand Libreville. Le nombre croissant de la population également est un facteur qui fait en sorte que, il y a beaucoup de foyers qui n'ont pas d'eau. Mais aujourd'hui, l'État est dans un programme de réhabilitation avec le soutien de la SEG et le soutien justement des partenariats publics-privés que l'on a eu à contracter avec des entreprises qui ont choisi le Gabon pour pouvoir investir. Nous sommes dans ce programme justement pour alléger les souffrances des populations sur ces questions-là. Tout récemment, le chef de l'État a eu à inaugurer justement la station de Ntoum, qui aujourd'hui produit près de 36 000 m3 d'eau, mais nous sommes loin du compte. Mais c'est déjà une avancée. Plusieurs quartiers de Libreville connaissent aujourd'hui une amélioration, mais on va justement à court et moyen terme faire en sorte que les populations ne souffrent plus de cette question d'eau. L'eau, c'est vital pour la vie. Et justement, vous me posez la question, le cas du PAT, l'énergie, au niveau du pivot transverse, fait partie, et justement, l'électricité, des projets prioritaires et qui vont faire en sorte que certaines populations soient. Et là, récemment, j'ai inauguré au niveau du PK5 toutes les installations vont être mises pour pouvoir déverser et aménager les châteaux d'eau, comme vous le dites, les châteaux d'eau, mais il faut les entretenir. Quand ils ne sont pas entretenus, on ne peut pas avoir de l'eau. C'est vrai, il y a cette souffrance qui est là. C'est vrai, c'est également vrai que le gouvernement travaille sur ces questions-là. Et je crois qu'à court et moyen terme, on verra une amélioration de la desserte d'eau dans les ménages des Gabonaises. Question suivante, Marielle, merci Madame la Première. Il y a des questions. Effectivement, on peut les jumeler. La question sur l'éducation. Pourquoi la construction des établissements ne se fait pas comme il se faudrait? On a évoqué l'intérieur du pays où des élèves s'asseyent à même le sol. Madame le ministre, Adou Salah, j'y ai été. L'école n'est qu'une seule salle où les enfants n'ont même pas de table-banc pour s'asseoir. Comment on fait? Il s'agit d'un problème global. Aujourd'hui, nous avons amorcé une politique qui consiste à réhabiliter l'existant, faire des extensions à l'intérieur des établissements qui ont encore de l'espace, rééquilibrer grâce à la politique justement de formation professionnelle, faire en sorte qu'avec les capacités qu'a aujourd'hui le centre d'Uncock, et faire en sorte que les élèves qui ne pourront pas amorcer justement des carrières générales parce que ces enfants sont butés peut-être par l'âge ou bien encore le fait qu'ils veulent travailler, on va essayer de les engranger pour rééquilibrer. Mais aujourd'hui, il y a un vaste programme de réhabilitation qui s'est fait. Pour cette année, la rentrée scolaire cette année, on a quand même eu 223 salles de classe qui ont été livrées. Avec, dans le cadre du projet prioritaire de l'État sur fonds propres, nous sommes en train de réaliser et de réhabiliter près de 185 salles de classe, sans compter les écoles et les internats, parce qu'il faut fixer les enfants dans tout le territoire national. Nous sommes en train de réhabiliter 15 internats pour que les enfants ne viennent pas au niveau des capitales, du moins Libreville, la capitale, mais qu'on les garde sur place, parce que le futur et l'environnement immédiat de travail de nos enfants nous préoccupe également. Moi, je suis mère de famille. Il faudrait que tous les enfants aient cette chance, comme le chef de l'État le prône. L'égalité de chance doit être de mise pour les enfants vivant dans les zones urbaines, mais également au niveau de l'arrière-pays. Mon concept également ici, parce que l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que les classes pléthoriques, à l'horizon 2023, on puisse aller aujourd'hui dans le pré-primaire et primaire, ils sont à 40, aller à 30-35. Aujourd'hui, on est en pleine crise de Covid-19, puisque vous parlez de ces effectifs pléthoriques. On va emboîter sur la prochaine question. Le problème qui se pose au primaire, se pose au secondaire, mais aussi au niveau de l'enseignement supérieur. Comment éviter que nos universités, notamment l'université Omar Bongo, ne soient pas un cluster? Et j'ajouterais, Marielle, vous qui êtes un pur produit, d'ailleurs un très bon produit de l'université gabonaise, parce que quand vous regardez la situation actuelle de l'université Omar Bongo, je ne dirais pas si ça vous fait plaisir, mais
Mais non, ça ne peut pas faire plaisir. Et même moi, j'ai eu ma maîtrise à l'université Omar Bongo Ondimba. Aujourd'hui, quand on voit, mais faut dire avant que moi j'arrive. Hein. Bon, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, il y a des travaux d'envergure qui sont menés au niveau de l'université Omar Bongo. Hein? Faites-y un tour. On a réhabilité les amphithéâtres. On a réhabilité quand même le réfectoire. Le TEC a été en travaux. C'est-à-dire qu'il y a une politique de travaux d'envergure qui sont menés dans les universités. D'ici la fin du mois de mai, on va réhabiliter, aménager l'USTM au niveau de Franceville. Donc il y a un programme qui est mis en place de réhabilitation. Vous comprenez avec moi qu'il faudrait que le travail se fait de manière progressive avec les entreprises également qui soient citoyennes des entreprises qui ont l'amour du travail bien fait. Parce qu'on regarde cela et l'objectif pour nous, c'est de désengorger justement et faire en sorte que les étudiants, bon, il faut dire qu'à mon époque, moi j'étais en sciences éco, et en première année, on était à peine 200 ou 300. Aujourd'hui, ils sont 1000. Exactement. Madame la ministre, est-ce que réhabiliter, c'est la réponse? Est-ce que c'est la solution? Ou est-ce qu'il faut construire de nouveaux amphithéâtres? Mais on est contraint. On doit construire pour que nos enfants travaillent et apprennent dans des conditions adéquates. Mais c'est une programmation qui est faite à court, moyen et long terme. Parce que moi je suis devant les populations, je n'ai pas fait la langue de bois ou bien à promettre des choses qu'on ne pourra pas tenir, mais on le fait. Là, c'est parce qu'il y a une urgence qui est là, il faut réhabiliter. Bon, réhabiliter l'existant. On ne pouvait pas construire de nouveaux bâtiments alors que nous avons des bâtiments qui sont présents et qui sont dans un état de délabrement avancé et laissés dans cet état-là. Il faut maximiser le budget, il faut rationaliser également les dépenses et ça rentre justement dans la politique que nous mettons en place. Les Gabonais se sont interrogés sur la gestion de la pandémie de la Covid-19. C'est un axe qu'on va aborder juste après. Mais Marielle, que disent les Gabonais par rapport Effectivement, Madame le Premier ministre, vous le savez, nous sommes à l'heure du numérique et les Gabonais sont très connectés. Ils ont également réagi sur les réseaux sociaux et d'ailleurs, je vais vous proposer la réaction de quelques-uns d'entre eux. Monsieur Paul Maadji Mamundunga, qui demande à quand exactement le lancement officiel des concours de la magistrature de l'économie et des finances. Doit-on faire valoir le principe d'âge limite ou le principe d'égalité des chances dans ce cas précis où des générations entières d'étudiants ont déjà patienté plusieurs années pour achever leur cursus universitaire? Les concours. Aujourd'hui, vous constatez que beaucoup de nos compatriotes sortis des grandes écoles n'ont pas été pris en compte il y a plusieurs années. Il y a même des promotions qui remontent de 2015. Nous sommes dans ce processus d'abord de reclasser, justement, de prendre en compte ces sorties de grandes écoles. Quand je parle de grandes écoles, c'est l'ENA, l'EPCA, l'Institut national de gestion et de sport, et j'en passe, oui. Et l'ENES. Il faut d'abord les prendre en compte. Il ne s'agit pas pour nous de pouvoir recruter, organiser des concours et se dire qu'on a une population encore qui est là, et qui n'est même pas encore recruté. Mais quand est-ce que ça a commencé, madame? Ah non, ça a déjà commencé. Depuis 2017, ça a déjà commencé. Oui. Là, on parle plutôt des reclassements après ça a commencé. Depuis 2019, on a déjà 6 000 qui ont été reclassés. Quand je dis 6 000... Les reclassements, mais pas de recrutement. Non, les recrutements se font... Mais ce sont des recrutements. Les pré-salaires sont des recrutements. Parce qu'on a des jeunes qui ont eu des attestations de pré-salaire. Ça n'existe pas, la fonction publique. Hein. Dans les tests que régissent les services de l'État. Les pré-salaires, ça n'existe pas. Mais il fallait trouver des solutions à l'époque à ces compatriotes pour qu'ils puissent avoir, pas de salaire, ils appellent de pré-salaire, comme une indemnité, pour pouvoir vivre. Donc il fallait recruter ces pré-salaires, ce qui a été fait, rien que pour le premier trimestre 2021, on a quand même recruté près de 2000 et quelques compatriotes, hein, sur tous les plans, hein, que ce soit les écoles, et c'est un programme qui ira jusqu'en décembre 2021. Et une fois, non, c'est très important parce qu'ils attendent les explications du Premier ministre. Nous ne pouvons pas laisser ces compatriotes de côté, non. Ils sont pris en compte. Ils vont tous être, c'est-à-dire les pré-salaires, les reclassements après stage et les sorties d'école. Une fois que ces compatriotes seront recrutés, ce qui est en puissance d'être fait déjà, nous allons réfléchir, mais réfléchir en fonction des besoins exprimés par les départements ministériels. Aujourd'hui, le chef de l'État nous a instruit de pouvoir digitaliser l'économie gabonaise, l'administration gabonaise. Mais il nous faut des ingénieurs en informatique. On va lancer un concours. Parce que le ministère en charge de l'économie numérique a besoin de main-d'œuvre, a besoin d'ingénieurs pour le faire. Au niveau de la santé, il nous faut des paramédicaux, il nous faut des psychologues. Les concours seront lancés, mais ces concours sont lancés en fonction des besoins exprimés par le gouvernement. Et dans le cas justement de l'accélération de la transformation, il y a une task force
qui consiste justement à mettre l'accent sur, comme je le disais, les curricula de formation. Et cette task force qui est mise en place a réfléchi et s'est rendu compte qu'il y a des potentialités qui sont là et qu'il va falloir essayer de maîtriser et faire en sorte qu'on donne la chance au niveau à ceux qui veulent de l'emploi, parce que la fonction publique ne peut pas être le seul réceptacle de ceux qui sont... Est-ce que c'est ce qui justifie le fait que les nouveaux bacheliers sont envoyés à l'Office national de l'emploi, ce que vous dites maintenant? Non, qui les envoie, ce sont eux-mêmes qui y vont. L'État, le gouvernement n'a jamais envoyé des bacheliers à l'ONE. Loin de là. L'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que les enfants qui ont le baccalauréat, s'ils peuvent aller à l'université, qu'ils aillent à l'université. Et s'ils se sentent qu'ils ne peuvent pas continuer les études à cause des raisons qui sont les leurs, ils ont la possibilité d'avoir une formation professionnelle. Il y a le centre d'un coq qui a été, avec des filières bien spécifiques, qui a été mise en place, inaugurée par le chef de l'État. Ces jeunes doivent y aller. Pourquoi aller? Ils peuvent aller, ça c'est leur vouloir à eux. S'ils veulent s'arrêter en terminale et se dire, pourquoi faire? Ils n'ont pas de qualification. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Aller à l'ONE? Madame le Premier ministre, c'est justement sur cette question de l'ONE. Vivien Bradley Badinga vous demande qu'à l'issue du dernier Conseil des ministres, l'ONE s'est muée en une nouvelle entité. Que peuvent attendre les demandeurs d'emploi de cette nouvelle entité? Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut parler de l'échec de l'ONE? Non. L'ONE n'a pas failli à ses missions. L'ONE avait des missions bien spécifiques qui lui avaient été conférées par le gouvernement et par l'État. C'est-à-dire, l'ONE devait assister, recueillir des demandes et puis placer s'il y a des opportunités sur le terrain. L'ONE se confrontait à un seul problème, c'est parce que l'offre qui était par devers elle à cause des entreprises ne correspondait pas avec les demandes des dossiers que nos enfants déposaient à l'ONE. Aujourd'hui, l'ONE a été reformée et ça dans le cas justement du plan d'accélération parce que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, le président de la République, tient justement à l'emploi de ses compatriotes. L'ONE a été renforcée dans ses compétences, a été renflouée. Il ne sera plus un seul acteur qui reçoit des demandes d'emploi et s'il y a une opportunité et on voit les jeunes. Non, aujourd'hui l'ONE aura un aspect et un comportement transversal. Il aura la possibilité même de pouvoir diriger les enfants, essayer de les former et leur donner des conseils. C'est-à-dire que l'ONE ne sera plus acteur. Il sera également comment dirais-je, il sera acteur, il sera plus attentif ou bien une boîte d'enregistrement, il sera acteur, il va participer justement à la formation et également à l'employabilité des jeunes. Baudin David Niabé vous pose la question selon laquelle les indicateurs, il revient d'abord en posant le contexte, les indicateurs qui permettent d'évaluer la politique d'un gouvernement et l'un des indicateurs est la question du chômage. À ce propos, pensez-vous que votre gouvernement pourra réussir le challenge d'inverser la courbe de plus en plus croissante du chômage quand on sait qu'avec la pandémie de Covid-19, plusieurs compatriotes ont perdu leurs emplois, Madame le Premier ministre. Mais le chômage, c'est partout dans le monde. Hein. La dernière enquête nationale de l'emploi, on était, je crois qu'ils avaient, c'est 20% de taux de chômage, c'était en 2010. Et dans les 20%, près de 38% sont des jeunes. Mais pourquoi, justement, ce taux de chômage? Alors que le Gabon a des potentialités. Et pourquoi? Mais parce que justement, il y avait cette inadéquation, comme on le disait tantôt, lorsque je me suis exprimé. Exactement, la formation et l'emploi. Et généralement, il y a une offre qui est là, mais la demande ne correspond pas à l'offre qui est exprimée. Aujourd'hui, on donne l'opportunité à nos jeunes d'être formés dans des centres de formation professionnelle et qui sont des campus universitaires, c'est-à-dire que même un jeune qui a sa maîtrise, il peut aller en coq. Il aura son diplôme parce que c'est là que moi j'ai visité quand le chef de l'État a inauguré une coque. Mais c'est extraordinaire. Moi je me disais que s'il fallait revenir dans le temps, moi je repartirais à l'école. Madame le Premier ministre, est-ce que tout le monde va aller en coque? Mais pourquoi pas? Mais c'est ça. Et c'est ça, pas seulement coque. On est également le centre professionnel de Vengue, celui de Tchégué et tous les centres de formation qui sont là. Il faut les orienter, Madame le Premier ministre, c'est la mission régalienne de l'État. Mais on le fait, on les oriente. Le problème c'est que... Ça peut exister, mais non, mais il faudrait que... C'est vrai que vous allez peut-être dire qu'on ne communique pas assez, mais il faudrait que les jeunes soient câblés, il faut être câblés. Il faut que les jeunes sachent être curieux également. Est-ce que la solution, ce ne serait pas seulement avoir des conseils d'orientation et puis le problème sera résolu au bout de... Non, c'est au-delà de cela. Et je crois que le rôle de l'ONU aujourd'hui, ce sera un rôle qui sera transversal, qui sera global et qui va orienter. Et là même, j'ai demandé au ministre de l'Éducation nationale que les conseils d'orientation soient de plus en plus vivifiés afin de mieux faire comprendre les jeunes que
Que veulent les jeunes? Et surtout en fonction des besoins de l'État. Mais bien sûr, non seulement des besoins de l'État, mais aussi des entreprises. Exactement. Mais aussi des entreprises. Parce que si la plupart des jeunes ont des filières générales, ressources humaines, mais on a qui a besoin d'un DG ressources humaines? Non. Mais c'est ce qu'on leur proposait jusqu'à un passé récent. Madame, il faut s'adapter. Et il faut que nous conseillions nos jeunes enfants quand ils vont à l'école. Il faut qu'on conseille les enfants et qu'on leur montre les débouchés, les potentialités pour avoir un travail. Ça, c'est très important. C'est très important. Madame le Premier ministre. On va poursuivre, Marelle, sur les questions spécialement réservées à la Covid-19, compte tenu du temps qui nous est imparti. Effectivement. Les Gabonais se sont interrogés aussi sur la question spécifique donc, de la gestion de la pandémie de Covid-19. Vous êtes Premier ministre depuis juillet 2020 et ils se sont interrogés sur la gestion de la pandémie. Je propose de les suivre. On reviendra sur le plateau, vous pouvez y répondre. Je suis d'abord M. Marc Nguema. Je suis un jeune entrepreneur, je suis dans le bâtiment. Alors tout simplement demander à Madame le Premier ministre à quand elle s'arrêtera cette affaire de confinement. Parce que vraiment, nous, ça nous dérange. Nous, les jeunes entrepreneurs, en ce moment, ça ne va pas. Rien ne marche, rien ne fonctionne. Au Goula-Tête Saint-Denis, disons en quelque sorte représentant un peu de commerçant, de lui, disons, ouais. Bon, ma question est, je vais m'adresser principalement à Madame le Premier ministre. Bon, la question est de savoir quand est-ce le couvre-feu prendra-t-il fin? Parce que en tant que commerçant déjà de lui, par rapport à l'heure du couvre-feu, franchement, ça n'arrange personne. Et en disant ça, en disant que je suis commerçant, il n'y a pas que... Je ne me limite pas là, je vois aussi d'autres frères aussi qui sont aussi dans d'autres domaines, comme un peu le monde de la nuit, parce que qui dit prêt-à-porter, dit forcément snack et autre chose, restaurant et tout. Et ici, à lui, nous avons la réputation de fonctionner dans la nuit. Je me prénomme Alexandre. J'aimerais poser la question aux membres du gouvernement. Est-ce que vraiment, sincèrement, vous aimez ce pays-là? Vous êtes là, vous vivez dans les belles maisons, vous roulez dans les grosses voitures, vos enfants apprennent à l'Hexagone. Pour vous, on dit que ce n'est pas votre problème. Pour vous, le Gabonais, le pauvre Gabonais est comme un ballon de football. Vous prenez, vous faites les passes, vous jonglez. Mais vous ne pensez pas au peuple Gabonais. Le peuple Gabonais souffre de jour et de nuit. Les enfants pleurent, ils demandent à manger aux parents. Les parents n'ont pas d'emploi, ils ont des diplômes. Mais qu'est-ce que vous pensez à faire pousser pères de famille là, qui ont des gros diplômes, des bacs plus 5, plus 6, mais qui n'arrivent pas à trouver d'emploi? Madame le Premier ministre, la question de l'emploi, vous y aviez déjà répondu quelque peu. On va se concentrer sur les questions relatives aux mesures restrictives liées à la Covid-19. À quand la fin du confinement? À quand la fin du couvre-feu? Les commerçants, vous les avez entendus, n'en peuvent plus. Et la reprise des activités de nuit, Madame le Premier ministre, comment font toutes ces personnes qui vivaient de ces activités, qui ont dû fermer le tenancier du bar au niveau d'Aton-Abbé, la femme qui vendait du poisson braisé au niveau de Novendo? Comment ils font? Comment ces populations peuvent-elles s'épanouir alors que leurs activités sont totalement à l'arrêt? Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives? D'abord, je tiens à dire aux populations qu'il n'y a pas de confinement. On a fermé le Grand Libreville. Et pour une question très simple. Si on revient un peu dans le temps, au mois de juillet-août, vous avez vu que tout allait très bien au niveau de nos paramètres statistiques en matière justement de nombre de Covidés, de nombre de décès, de nombre d'hospitalisations. Mais on a constaté malheureusement, et on a relevé, on a quand même desserré les mesures, puisque le couvre-feu a été ramené à 22h, de 22h à 5h du matin, mais on a constaté qu'il y avait une résurgence. Il y avait une résurgence. Et comme nous instruit le chef de l'État, le principe de précaution en matière de riposte contre la Covid-19 est très important. Il est très important. Et comme je le disais, le chef de l'État tient à la santé de ces populations. Aujourd'hui, on a déjà les vaccins, Madame le Premier ministre. On a les vaccins, c'est vrai qu'on a les vaccins. Nous exhortons les populations à se faire vacciner. Le chef de l'État l'a dit. C'est volontaire, mais c'est recommandé. Pour qu'il y ait l'immunité, il faudrait au moins que 50% de notre population soit vaccinée. Le compte est encore loin. Il y a 9 000 qui étaient éligibles, qui sont présentés.
Mais on a dû vacciner 8 000 parce que peut-être qu'il y avait des problèmes de comorbidité. Mais nous vous essayons de voir, puisqu'aujourd'hui, avec justement cette responsabilité forte des populations qui adhèrent à ces mesures, c'est vrai que ce n'était pas facile, les dernières mesures qu'on a eu à prendre le 12 février dernier, mais ils ont compris quand même la menace qu'il y avait avec le virus, tous les variants. Il faut rappeler qu'il y a 3 variants au Gabon aujourd'hui. L'anglais, le sud-africain et l'indien. Vous voyez ce qui se passe en Inde aujourd'hui. Heureusement que le variant indien, lorsqu'on a fait les séquençages, eh bien, il y avait entre 3 et 4 cas de variants. Parce que les variants sont les prélèvements des personnes qui ont été déclarées positives. Et lorsqu'ils ont fait les séquençages, eh bien, la déclaration de leur statut de positivité, eh bien, c'était un variant indien. Il fallait qu'on prenne ces mesures. Ces mesures étaient salutaires, on les a pris à temps. Vous imaginez qu'entre décembre et aujourd'hui, en décembre, on avait, même bien avant, on avait 50 décès. Nous sommes aujourd'hui à plus de 140 décès. Mais c'est trop pour un pays comme le Gabon. C'en est trop. Et moi, je crois que les Gabonais ont prouvé beaucoup de courage, beaucoup de responsabilité, justement, dans le respect de ces mesures-là. Et les résultats sont là, parce que notre population, c'est une population qui est respectueuse et qui tient à sa santé. Et les efforts que la population a respectés et a fait nous prouvent aujourd'hui que quand on veut vraiment, on le peut. Et nous, comme je l'avais prédit lors de mon adresse, si on a des taux de positivité en deçà de 50 cas journaliers, on va l'accélérer. Madame le Premier ministre, nous sommes effectivement dans ce dernier sujet de la gestion de la pandémie de Covid-19. Depuis votre arrivée à la primature, le gouvernement s'investit beaucoup dans la sensibilisation afin de maîtriser la pandémie. Vous avez tenu 2 conférences de presse, d'abord le 23 février et le 23 janvier d'abord et le 12 février 2021. Vous avez organisé une stratégie nationale de vaccination et vous vous êtes vous-même fait vacciner le 24 mars et le 14 avril. Quel est l'état de lieu aujourd'hui de la pandémie ? Mais comme je le disais tantôt, on a des résultats qui sont quand même, c'est stable, mais qui sont encourageants. Est-ce que vous êtes satisfaite de la gestion de la pandémie du Covid-19 au Gabon à l'heure actuelle ? Ah oui, mais le Gabon, on n'a plus à le dire. Hein. Le Gabon est l'un des pays africains qui a une stratégie de riposte contre la Covid qui est agissante. Hein. On n'a pas à se faire avoir à être gêné par cela. Hein. Je crois que si on ne l'avait pas fait, on aurait eu des cas de positivité très importants. Hein. C'est-à-dire que les mesures qui ont été prises déjà lors de la première vague l'année dernière, en 2020, et aujourd'hui, ce sont des mesures qui sont très importantes pour lesquelles, moi j'ai des retours quand même des collègues dans d'autres pays pour lesquels il y a eu la deuxième vague, ont du mal à imposer ces mesures-là. Moi je crois que la gestion, la riposte face à la Covid-19 a été bien menée grâce aux chefs de l'État et qui a mis tous les outils, qui a créé tous les organes pour que la lutte contre ce virus invisible, la guerre contre ce virus invisible, soit patent. Et c'est à nous de prendre à bras le corps justement toutes ces mesures. C'est à nous d'inciter, vous les médias, de sensibiliser les populations, qu'elles aillent se faire vacciner, si elles sont éligibles, qu'elles aillent se faire vacciner. Aujourd'hui, à travers le monde, on voit, moi je suis peiné par les commerces, c'est vrai, on aimerait bien que les commerces reprennent. Parce que le secteur commerce, quand même, booste l'économie. On aimerait bien que tout le monde ouvre. Mais cela va pour nous. Si on veut avoir une vie normale, continuons à fournir des efforts. Allons-y nous faire vacciner. Moi, je l'étais, j'ai eu mes 2 doses de vaccin. Je suis en forme. Moi, je n'ai pas eu de comorbidité. Le jour même mon premier vaccin, moi, je travaillais jusqu'à 22 heures. Je suis rentré chez moi. La deuxième, là, je suis devant vous. Il n'y a pas eu de problème. Donc, c'est vrai que les réseaux sociaux jouent un rôle très important en influant négativement les populations. En disant non, c'est très important. Mais je suis sûr que le peuple gabonais, c'est un peuple qui est très, très lucide. Est-ce qu'on peut envisager, il est très Madame lucide. le Premier ministre, de remettre l'heure du couvre-feu au-delà de 18h, puisque tout va bien ou semble aller plutôt bien pour le moment? On va avoir récemment, dans quelques temps, le comité de pilotage et on va voir ce qu'il y a par dehors cela. Mais moi, je donne une statistique qui est claire. Hein. Si on va en deçà de 50 cas Covidés par jour, on verra comment on va décélérer un peu les mesures, notamment celles relatives au couvre-feu, peut-être ramenées à 20h ou 22h, mais tout dépendra des statistiques. Aujourd'hui, on a moins d'hospitalisations quand même par rapport à janvier et février. Ouais. Les décès quand même sont relativement en baisse par rapport à ce qu'on a vécu hier entre janvier et février. Donc c'est pour vous dire que tout dépend maintenant de nous, tout dépend de nous
Tout dépend de notre responsabilité individuelle et collective, et tout dépend des Gabonais. Mais je crois que les Gabonais qui m'écoutent aujourd'hui sont conscients de ce qui est fait et du fait que certains d'entre nous, dans sa famille, a quand même eu un Covidé dans sa famille, et que ces variants sont des variants destructeurs. Madame le Premier ministre, peut-être une dernière question rapidement. Les Gabonais aimeraient quand même savoir comment l'argent lié aux frais des tests PCR a-t-il été géré, et surtout comment tous les financements déboursés, de l'aide internationale, voilà, pour cette pandémie ont été exécutés, ont été mis en valeur par l'État gabonais. C'est quand même plusieurs milliards, on parle quand même de plusieurs milliards. Madame le Premier ministre, veuillez rassurer vos compatriotes. Oui, je tiens à rassurer qu'il y a une transparence totale dans la gestion de la Covid-19. Tous les organes censés réguler justement cette gestion sont mis en place. Il y a des agents comptables, il y a des comptables budgétaires, il y a le juge financier qui est là. C'est-à-dire que les Gabonais ont la possibilité de demander des comptes. D'accord. Et ça, c'est leur droit à eux. Et je crois que notre compatriote qui a eu à poser la question peut aller au niveau du comité technique, et même à Gaouma. Parce qu'il faut savoir que la gestion, c'est vrai, il y a une gestion, les PCR aujourd'hui sont gratuits, ils étaient gratuits l'année dernière. En janvier, on s'est dit, dans notre pays, c'est 40 000, 50 000 le prélèvement. C'était à un moment donné, on s'est dit, le 12 février, bon, on va lever le coût de 5 000 francs. Mais il faut bien, ça coûte cher. En moyenne, la prise en charge d'un Covidé, c'est-à-dire que quand il va à Gaouma, c'est 25 000 francs. Madame le Premier ministre, est-ce que l'expression pour finir vraiment sur cette partie? Non, il fallait que je le dise, 25 000 francs. La prise en charge pour celui qui est hospitalisé, c'est 1 million. Et celui qui a une détresse respiratoire, 7 millions de francs CFA. La prise en charge aujourd'hui, elle est gratuite. C'est pour vous dire que l'État a mis beaucoup d'argent. Il y a eu une enquête parlementaire qui a été commanditée par l'Assemblée nationale. Tout Gabonais qui aimerait avoir les statistiques en matière et même avoir les explications sur la gestion du financement de la Covid peut aller au niveau du comité de la coordination technique, avoir ces informations-là. Il n'y a pas de détournement. L'expression Covid business vous gêne beaucoup, vous? Non, ça ne me gêne pas du tout. Ça ne me gêne pas. Moi, ça ne me gêne pas. Il n'y a pas de Covid business. Il n'y en a pas. Un COVID, ça veut dire quoi, Covid? Ça veut dire que Covid business, on prend... Non, ça veut dire quoi? Dans l'entendement, si on prend la sémantique même du mot business, c'est-à-dire qu'on prend les réactifs, on les prend, on les vend à gauche, on prend... Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est ça le business. Non. Il devrait dire plutôt, peut-être détournement, ou bien extraction des ressources pour faire autre chose. Ça n'existe pas du tout. Mais Covid business, c'est autre chose. Ça, s'ils assimilent Covid business à détournement, c'est deux choses différentes. Mais il n'y a pas de détournement, il y a une transparence totale dans la gestion liée à la lutte contre la Covid-19. En tout cas, c'est une expression qui a même eu son hashtag sur Internet et qui a bien circulé pendant un long moment. Merci Marielle Biogou de m'avoir accompagné dans la conduite de cette interview avec Madame le Premier ministre, chef du gouvernement. Notre invité surprise va à présent s'installer, il va prendre place où vous vous trouvez encore pour le moment. Madame le Premier ministre, comme annoncé au début de l'émission, vous allez être confronté à un représentant, finalement, vous le découvrirez tout à l'heure, des syndicats du Gabon. Il s'agit de M. Etienne Moussavou. Il est le secrétaire général de la Confédération gabonaise du travail force libre et il va s'installer sur ce plateau maintenant. Bonsoir, M. Etienne Moussavou et bienvenue. Merci. Alors, c'est un débat qui se veut ouvert tout en respectant effectivement les codes du bon dialogue, car tout ce qui sortira doit profiter aux téléspectateurs. Etienne Moussavou, quelles sont donc les questions que vous soumettez au Premier ministre, chef du gouvernement, sur ce plateau? Bien, merci beaucoup. La première question que nous voudrions poser à Madame le Premier ministre consiste à savoir que pense le gouvernement en ce qui concerne la signature de la Charte nationale du dialogue social qui a été signée à la présidence de la République le 2 décembre 2011 entre les partenaires sociaux. Madame le Premier ministre. La Charte nationale du dialogue social. Je tiens d'abord à remercier notre partenaire, parce que l'État est en partenariat avec nos responsables qui défendent les intérêts des membres de leur syndicat. Dans le cas justement du dialogue prôné par le chef de l'État, si des organes ont été mis en place, c'est pour qu'elles puissent être utilisées.
Maintenant, tout dépend de comment les différents acteurs évoluent à travers le temps, parce qu'il faut se rappeler que plusieurs rencontres ont eu à être effectuées et organisées dans le cadre du dialogue entre les partenaires sociaux et le gouvernement, pour ne pas dire l'État. Et ce dialogue social qui nous permet de nous unir, d'échanger et lever des écueils ou des malentendus ou des informations qui pourraient exister sont des cas qui sont très importants. Et je le dis encore ici, monsieur le secrétaire général, que le gouvernement, comme je vous l'ai dit le 1er mai dernier, est le partenaire, est votre partenaire. Si l'aventure en 2011, cet organe n'a pas peut-être prospéré dans le cachement de son fonctionnement, il est toujours temps de le prendre. Mais je crois que depuis 2011, l'État dialogue et discute avec les partenaires sociaux. Quel que soit l'environnement dans lequel nous sommes, il y a toujours ce dialogue qui prévaut. Le gouvernement est toujours l'interlocuteur des partenaires sociaux. Et comme je l'ai dit encore le 1er mai, le gouvernement n'est pas l'ennemi des partenaires sociaux. Au contraire, c'est nous qui agissons, c'est nous qui mettons en œuvre. On peut, la sang n'étant pas infuse, on peut peut-être avoir une posture qui peut être peut-être en l'encontre de votre façon de voir, mais en échangeant, en dialoguant dans un cadre bien défini, comme celui qui a été mis en place en 2011, c'est une approche qui est bénéfique pour l'ensemble des partis et notamment pour l'ensemble de vos adhérents qui sont également des personnels de l'État ou des entreprises privées. Monsieur Moussaoui, votre réaction? La réaction ne viendra pas tout de suite. Mais à partir de cette première question, nous voudrions interpeller Madame le Premier ministre concernant les instruments nationaux sur le dialogue social. En ce qui concerne par exemple le secteur privé, nous voudrions rappeler à Madame le Premier ministre ici, sur ce plateau, que les conventions collectives nationales sectorielles, elles datent toutes de 1983. 1983-1984. Aujourd'hui, ces conventions collectives nationales sont déjà dépassées parce qu'elles ne sont plus en phase avec les réalités économiques et sociales du moment. Deuxièmement, nous avions au sein même des entreprises, toujours dans le cadre du dialogue social, puisque c'est de ça dont nous voudrions intervenir ici, faisant allusion au thème du 1er mai, en ce qui concerne les entreprises du secteur privé, nous avions dans la majorité des entreprises du secteur privé le non-respect des dispositions du Code du travail en ce qui concerne la mise en place des comités permanents de concertation économique et sociale. Le Code du travail de notre pays dispose que dans toutes les entreprises de près de 50, de plus de 50 travailleurs, il y ait obligatoirement des comités permanents de concertation économique et sociale. Malheureusement, Madame le Premier ministre, vous constaterez que dans toutes ces entreprises-là, il n'y a pas cette structure qui régule pourtant le dialogue social. Voici une deuxième préoccupation. La troisième préoccupation, Madame le Premier ministre, nous allons vous poser la question sur la vie chère. Pas plus tard que hier, personnellement, j'ai essayé de faire un marché. Mais j'ai été agréablement surpris de constater que les prix ont flambé. La petite bouteille d'huile de 50 centilitres, aujourd'hui, coûte sur le marché 850 francs CFA. Le SMIC date de 2007, 80 000. Le RMM est fixé à 150 000 depuis près de 10 ans. Les prix flanchent, mais le pouvoir d'achat stagne. Aujourd'hui, le travailleur gabonais, le travailleur moyen, n'est plus en mesure, sur cette base de 80 000 francs du SMIC et de 150 000 francs, le RMM, de pouvoir supporter le coût d'achat des denrées de première nécessité. Comment est-ce que, s'il vous plaît? Oui, comment est-ce que le gouvernement entend parer à cette situation désagréable? Je veux d'abord revenir sur le Conseil national du dialogue dont il faisait allusion. Comme je l'ai dit, le dialogue entre les partenaires sociaux et le gouvernement est toujours fréquent, même s'il peut y avoir des fois des divergences
dans le cachement de ces échanges entre vous et nous, pour ne pas dire entre vous et le gouvernement. Dans le cas spécifique des conventions collectives, comme vous l'avez dit tantôt, vous vous souviendrez que vous avez tous participé à la réforme du Code du travail. Vous avez travaillé de manière consensuelle et participative et de manière inclusive à cette réforme du Code du travail. Des procès-verbaux ont été actés et visés par les différentes parties. Aujourd'hui, ce Code du travail, je crois que fait l'adhésion de toutes les parties, c'est-à-dire les partenaires sociaux et le gouvernement. Et ce Code du travail est en ce moment au Parlement. Je crois que c'est une avancée considérable. Une fois qu'il sera adopté au Parlement et promulgué, mais il sera mis en exergue. C'est vous dire que les choses évoluent et que les questions liées à l'emploi, au travail, sont des questions importantes pour le chef de l'État. Elles sont des questions importantes parce qu'il va justement de l'environnement de travail de ses compatriotes sur lequel il met tout son dévolu et faire en sorte que chacun se sente bien là où il est, y compris dans son lieu de travail. Pour ce qui est justement de la vie chère et la vie chère, c'est vrai, quand on prend l'indice des prix, aujourd'hui on voit l'inflation, il est à 1,7%, alors que la norme communautaire est de 3%, mais sur le marché on se rend compte qu'il y a des produits pour lesquels les prix sont très élevés. J'ai demandé au ministre du Commerce et de l'Économie de faire en sorte que justement ces prix soient encadrés et que ces prix soient regardés. C'est-à-dire que ce que vous venez de me dire, je vais demander la brigade qui s'occupe justement de contrôler un peu les prix sur le marché puisse me rendre des comptes. Parce que chaque fin de mois, ils me rendent compte un peu de tout ce qui se fait au niveau de chaque secteur. Et on va regarder tous ces aspects-là. C'est qu'il y a des prix qui sont homologués, il y a des prix qui sont pour lesquels les produits sont des produits de première nécessité, sont encadrés par des prix. Mais pour ce qui concerne le prix de l'huile, la petite bouteille d'huile, on va regarder cet aspect-là parce qu'il y a plusieurs récriminations qui se font. Mais il faut dire également qu'il y en a qui font dans la spéculation. Dans la spéculation, ils augmentent les prix. Et vous faites bien de relever cet aspect. Et nous regarderons justement cette flambée des prix dont vous faites allusion. Mais il faut savoir que l'inflation est de 1,7%, bien loin des 3% de la norme communautaire exigée. Est-ce que cela serait une avancée pour vous, M. Tianou-Savo, rapidement s'il vous plaît? Ce n'est pas une avancée, étant entendu que dans les déclarations de Mme le Premier ministre et du gouvernement, nous avons suivi qu'en 2022, le gouvernement prévoit la relance de l'économie à concurrence de 1-2%. Nous voulions poser la question à Mme le Premier ministre. Assez rapidement, s'il vous plaît. Le pouvoir d'achat étant en baisse, est-ce que le gouvernement est prêt, en ce moment, à faire comme dans d'autres pays, notamment en Europe, où il y a la mise en place du salaire minimum interprofessionnel de croissance, c'est-à-dire le SMIC. Elle va y répondre. Mais tout ceci va des réflexions que l'on doit mener. Il y a le SMIG, il y a le revenu minimum qui a été mis en place, 150 000 francs, le SMIC 80 000 francs. C'est qu'il y a eu la refonte avec le nouveau système de rémunération au niveau de la fonction publique, au niveau des agents de l'État en 2015, où on a vu quand même une révalorisation quand même des salaires des fonctionnaires. Et ça, personne ne peut le démentir ici. C'était un combat de longue haleine des fonctionnaires. Il y a eu cette révalorisation-là. Maintenant, au niveau du privé, vous savez très bien que ça dépend de quel secteur dont on parle. C'est vrai que de manière globale, le pouvoir d'achat des ménages est plus ou moins remis en cause par ces ménages-là, à cause de la flambée des prix. Mais nous nous battons au sein du gouvernement de faire en sorte que, comme le chef d'État nous l'instruit, que le Gabonais se sente bien, surtout au niveau des prix. Et n'oublions pas que la plupart des produits, surtout alimentaires, sont importés. Et nous nous battons pour faire en sorte que l'agriculture, dans son volet justement alimentaire, sous la politique soit mise en exergue et que les faits se voient dans la campagne justement qu'est en train de mettre en œuvre le ministre de l'Agriculture, pour qu'on importe moins, près plus de 300 milliards de francs CFA d'importation de produits alimentaires, alors que nous avons des potentialités en matière de terres fertiles dans notre pays, mais justement les politiques qui sont mises en place, la création des zones agricoles au niveau du Haut-Ogooué, pour faire accélérer l'agriculture. Aujourd'hui quand même, on a beaucoup de Gabonais qui sont mis dans l'agriculture, pour faire en sorte que le prix des matières premières, des produits alimentaires soit à la baisse et faire en sorte que le pouvoir d'achat des ménages soit adapté justement à ces prix qui seront locaux. C'est vrai qu'on nous dit ici que les coûts de production au Gabon sont très élevés.
à cause peut-être des intrants, parce qu'on le constate également, mais nous travaillons dessus. C'est-à-dire qu'une économie ne peut pas être changée du jour au lendemain, mais il y a une progression dans le temps qui fait en sorte que les populations doivent ressentir qu'il y a des améliorations qui sont faites dans le cadre justement d'améliorer leur pouvoir d'achat et d'améliorer leur vécu. Et c'est ça la politique du chef de l'État. Merci Madame le Premier ministre, Monsieur Etienne Moussavou. En tout cas, je rappelle que lors de la célébration de la 135e fête du travail ici à Libreville, vous avez remis une pile de recommandations au gouvernement. Oui. Donc malheureusement, ce ne serait pas sur ce plateau qu'on pourrait toutes les évoquer. Oui. Mais merci d'avoir accepté notre invitation. À cet effet. Juste un dernier mot, s'il vous plaît. Mais merci. Soyez court. Allant dans ce que vous dites, nous voulions interpeller Madame le Premier ministre que par rapport à ce manifeste, les organisations syndicales ont donné un ultimatum de 15 jours à Madame le Premier ministre pour trouver des voies et moyens par rapport aux revendications contenues dans le manifeste du 1er mai. Les états-majors de toutes les organisations syndicales sont en ce moment en train de se préparer pour effectivement respecter l'ultimatum qui a été donné au gouvernement de la République. Vous pensez qu'on peut donner au gouvernement un ultimatum sur des questions cruciales et importantes pour lesquelles vous attendez depuis des années des réponses également importantes et qui puissent répondre à vos aspirations? J'ai réagi en me disant que toutes les préoccupations qui ont été soulevées dans ce manifeste qui m'a été remis vont être regardées. Nous sommes des partenaires, Monsieur le Secrétaire Général. Nous sommes des partenaires. On ne peut pas travailler en termes de partenariat avec des ultimatums, un bâton ici, un autre bâton là-bas. Ah non, nous sommes des partenaires. Et notre vœu à notre politique à nous, c'est de faire en sorte que tout ce qui a été amorcé et demandé par les partenaires sociaux trouve des solutions. Mais ces solutions doivent être trouvées à court, moyen et long terme, mais en concertation avec vous. Merci, Madame le Premier ministre. En tout cas, la réponse a été claire. Malheureusement, on doit refermer ce plateau. Merci à vous, Monsieur Etienne Moussavou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Confédération gabonaise du travail Force Libre. Merci pour votre intervention. Madame le Premier ministre, arrivé au terme de cette émission, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait passer le bon message à vos compatriotes? Auquel cas, que pouvez-vous ajouter en quelques mots? Face caméra, ils vous regardent, ils vous écoutent. Je pourrais dire aux Gabonaises, aux Gabonais que le gouvernement dont je suis le premier membre travaille d'arrache-pied pour répondre à leurs aspirations et répondre justement aux besoins qu'ils expriment. C'est la mission que m'a confiée le chef de l'État. Elles attendent, elles ont beaucoup attendu, mais nous croyons que la réponse à vos attentes, elle sera faite à court, moyen et long terme. Aujourd'hui, nous avons un plan d'accélération de la transformation qu'on a dû mettre en place à cause justement de la pandémie qui a déstructuré notre économie, qui a déstructuré le budget de l'État, parce que le chef de l'État, dans le cas justement de la préservation de la santé de ses compatriotes, nous a demandé de prendre à bras-le-corps cette problématique-là. Mais pour que nous puissions travailler et faire en sorte que le plan d'accélération de la transformation se mette en œuvre et qu'atteigne des résultats probants, afin que nous retrouvons une vie normale également dans le cadre justement des missions qui sont les nôtres, il est important, plus qu'important, bien que la vaccination soit volontaire, mais que le maximum de compatriotes se fassent vacciner. Nous avons reçu le week-end dernier, c'est-à-dire dimanche, près de 300 000 doses encore de vaccins. Nous attendons que les Gabonais se fassent vacciner pour qu'il y ait l'immunité au niveau justement de notre pays afin de lever les différentes mesures qu'on a prises dans le cachement de la lutte contre la Covid-19. Elle ne va pas disparaître, la pandémie liée à la Covid-19, mais nous croyons que s'il y a l'immunité, nous pourrons travailler normalement. Et je peux vous dire que les missions qui m'ont été confiées par le chef de l'État me commandent avec toute la pression de la population que j'ai. Et comme je l'ai dit, la pression du chef de l'État et la pression du Parlement ne me donnent pas l'état de grâce et que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir avec les efforts que je mettrai, la détermination et la volonté et l'amour que j'ai pour mon pays de faire en sorte que je ne puisse pas vous décevoir. Je vous remercie. Merci Madame le Premier ministre, chef du gouvernement. Merci encore d'avoir accepté notre invitation pour lancer cette émission Face à vous qui prend fin maintenant. Merci à vous d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. On se retrouvera prochainement. Bonne soirée chez vous.